Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Le continent africain fait face ces dernières années à une forte exposition aux déchets électroniques et informatiques. Une situation pourtant décriée. La Convention de Bâle interdit depuis son entrée en vigueur en 1992 l'exportation des déchets dangereux d'un pays vers un autre, sauf si ceux-ci peuvent être réutilisés ou réparés. Pourtant, de nombreux pays européens continuent d'exporter principalement vers l'Afrique et pour contourner cette législation et éviter ainsi de payer suffisamment de coûts pour la dépollution, les pays exportateurs présentent une grande partie de leur équipement défectueux comme des appareils d'occasion. Comment faire face à cette nouvelle dynamique? Comment éviter que l'Afrique devienne la poubelle du monde? Comment certains acteurs locaux retournent la question à leur avantage? Quid du recyclage des déchets électroniques et informatiques en Afrique? On en parle avec nos invités du jour. Monsieur Lossi Emmanuel Khan, vous êtes le directeur administratif et financier de Innovtech. Merci d'être avec nous. Merci. Et avec nous sur ce plateau, monsieur Serge Patrick de Souza, consultant politique. Merci d'être avec nous. Merci monsieur Soumaro et très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Alors, on parle beaucoup de déchets électroniques, de déchets informatiques. On voit le cas du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Kenya. Partout sur le continent, les exportations de matériel électronique et informatique défectueux augmentent. Comment est-ce qu'on peut justifier cette tendance, monsieur Lossi Khan? Bien, je pense que ce que nous devons retenir ici, c'est que selon les Nations Unies, aujourd'hui, plus de 50 millions de tonnes de déchets toxiques se font. On va dire, j'aime les appeler déchets toxiques parce que les composantes de ce que nous avons dans nos ordinateurs, dans nos portables et tout ça, à la longue, après une certaine durée de vie, sont assez nocifs pour l'environnement, sont assez nocifs pour l'humain lui-même et l'écosystème en général. Et donc, produire autant et ne pas pouvoir, après, justement, leur donner une seconde vie ou les détruire de sorte à ce que la couche d'ozone ne soit pas impactée, est quelque chose qui finit par détruire même l'homme. Donc aujourd'hui en Europe, je pense que selon un travail qui a été fait, il y a 80% de tout ce qui est déchets qui n'a pas été recyclé en Europe qui descendent directement en Afrique. Les 80%, comment ils justifient cela au juste? En fait, ils nous font comprendre simplement que le matériel qu'ils nous apportent ici, ce sont des produits qui sont encore utilisables parce que le marché africain n'est pas suffisamment outillé. Donc, il va venir alimenter le marché, on va dire, d'occasion pour les personnes qui ont des bourses toutes petites, minimes, qui ne peuvent pas s'acheter de nouveaux matériels, tout simplement. C'est la raison pour laquelle ils envoient leurs ordinateurs qu'ils ont fini d'utiliser et qu'ils veulent donner une seconde vie parce qu'ils n'ont pas la possibilité chez eux de pouvoir justement recycler tout cela. Mais justement, quand on regarde un peu l'Afrique, est-ce que c'est pas ça je me tourne vers vous pour poser cette question, est-ce que c'est pas ce retard technologique que l'Afrique a accusé qui fait que l'Afrique ou les Africains doivent se contenter des matériels d'occasion? Je ne dirais pas cela parce que même les produits que nous arrivons à fabriquer ou transformer au niveau local, ils sont plus ou moins chers. C'est la question de la pauvreté qui est posée. Vous voyez, on est dans un monde connecté, dans un monde où tout commence à s'automatiser. Dans ce monde-là, c'est sûr que quand l'urbanisation évolue, l'automatisation de tout ce que nous faisons comme tâches ménagères, tout ça évolue, mais c'est normal que les populations, les familles soient impactées. Et comment pouvoir s'aligner dans cette dynamique-là? Mais il faut pouvoir s'aligner de sorte à ce que la bourse n'en souffre pas trop. Et nous sommes en Afrique, nous sommes dans un marché de gros consommateurs, sauf que ces consommateurs n'ont pas véritablement le niveau ou la capacité financière d'endosser les charges d'un produit qui vient fraîchement de sortir de laboratoire ou d'usine. Voilà, et donc l'Afrique devient tout simplement ce marché prospère. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, au-delà de ces déchets électroniques, il y a des produits qu'on vend par exemple en Côte d'Ivoire, les appareils d'occasion. On a envie d'avoir une télévision, mais on n'a pas les moyens d'acheter une télévision HD qui vient fraîchement de sortir du laboratoire, qui vient de sortir des cartons. Pourtant, on nous dit à côté, bon, l'appareil là encore bien, on peut regarder. Le gars dit il est fatigué de regarder. Il faut acheter ça peut-être à 5 000 francs. Mais le monsieur peut acheter à 5 000 francs. Donc, la question essentielle, c'est la question de la pauvreté. Ça, c'est un. La deuxième question, effectivement, on a un problème de
compétences en la matière. Parce que lorsqu'on n'a pas la compétence qu'il faut dans la manipulation des produits et de tout ce qui est objet électronique, même dans la fabrication d'objets électroniques, c'est vrai que dans les pays africains, on a d'excellents experts au niveau numérique, mais ce n'est pas que la numérisation. Il s'agit de toucher tout le processus industriel et de compétences de tout ce qui est technologie, comment on arrive à extraire la ressource, la matière première du sous-sol, on arrive à transférer, acheminer ça dans un laboratoire et faire de sorte à ce qu'au bout, on puisse avoir un ordinateur. Il y a des jeunes Ivoiriens qui arrivent quand même à produire des tablettes éducatives. On a vu ça même au Congo, au Cameroun. On a vu des jeunes qui essaient de faire. Mais nous sommes face à un gros marché et je ne pense pas que ce sont des efforts qu'il faut féliciter, mais par derrière, il y a la volonté politique à pouvoir accompagner toutes ces expertises-là. Donc voici les 3 points essentiels, les 3 raisons que j'identifie et qui est partagée, je veux le dire. La pauvreté, il y a un manque de compétences en la matière parce qu'on n'a pas de ressources et il y a un manque de volonté politique qui va accompagner le peu de compétences qu'on a, le peu de volonté qu'on a qui veulent vraiment assainir le secteur. Alors, Monsieur Lossi, je pense que cette intervention-là vous interpelle un tout petit peu parce qu'on sait que Innovtech, vous développez quand même des produits technologiques pour la consommation des populations en Afrique. Est-ce que le coût de vos produits est véritablement supérieur à ceux qui sont exportés? Et qu'est-ce qui peut justifier cela? Eh bien, comme il a si bien dit, c'est la matière première. En Afrique, nous avons de la matière première. Et ce qui est dommage, c'est la transformation de cette matière première. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir la matière première. Je dis, j'ai un stylo, mais je n'ai pas de cahier pour écrire. Du coup, le stylo, il ne me sert à rien. Donc, je vais le ranger. Alors j'ai la matière première, mais je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la technologie pour la transformer. Je fais comment? Je suis obligé de sous-traiter avec des personnes qui ont la capacité et qui ont la technologie pour. Forcément, ça engendre des coûts. Et lorsque je finis de travailler avec ces personnes, que je finis de payer ces personnes, ben, il y a un travail qui a été fait, il y a un transport déjà. Il y a l'extraction de la matière première, il y a le transport de la matière première, il y a le premier traitement de la matière première avant de donner le produit semi-fini dont on a besoin, qu'on va transformer ensuite pour donner un produit fini. Mais toute cette technologie, on n'en l'a pas ici. On est donc obligé de travailler généralement avec 2 ou 3, 4 entreprises, on va dire 4 usines ou 3 usines pour pouvoir sortir quelque chose de bon, revenir ici maintenant apporter notre touche technologique. Donc forcément, quand on va regarder le circuit, à la fin, effectivement, il va sans dire que le matériel qu'on va produire aura un coût qui sera légèrement plus élevé que voilà, des machines qui sont importées et qui sont travaillées déjà là-bas. Et quand on parle souvent de coûts en matière d'achat, tout à l'heure, quand je posais ma question, je me suis souvenu d'un chiffre qui a été publié au niveau de l'Afrique. Quand on sait que les populations africaines, c'est en moyenne 2 smartphones pour une personne. C'est dire quand même que ces produits technologiques sont assez prisés, donc c'est un gros marché de consommation. Oui. Est-ce que derrière, vous pensez qu'il y a une certaine sensibilisation sur l'usage de ces appareils après? Non, il n'y a pas de sensibilisation. Pour preuve, les personnes qui ont 2 ou 3 appareils téléphoniques ou qui ont des téléviseurs, qui ont des iPads et tout ça, à la fin, quand ces appareils prennent des coups, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir un réparateur. Pour certains, ils jettent simplement dans des poubelles. Et du coup, ça, comme je disais tantôt, cela va rentrer dans la couche d'ozone, cela va dégrader un tant soit peu l'environnement dans lequel on vit. Donc, je pense pour ma part que l'État doit permettre justement à nos enfants, à nos petits frères, à ces personnes qui viennent derrière, d'avoir une sensibilisation, une matière même s'il faut, pour sensibiliser justement les élèves, pour sensibiliser les parents, les éduquer dans ce sens que les composantes que nous prenons pour utiliser dans ces différentes machines-là sont assez dangereuses, déjà pour l'environnement et pour la santé humaine. Il ne faut pas penser que, voilà, j'utilise. Dans le temps, les téléphones que nous avions avant avec des batteries qu'on pouvait faire sortir. Mais ces batteries au lithium et au zinc, au fer qui étaient dedans justement, à une certaine température, quand elles se chauffent, elles pètent, elles explosent. Ça, c'est les gens qui ne savent pas. Mais par contre, on pouvait trouver des enfants qui jouaient avec.
dans la rue, qui prenaient pour faire, je sais pas moi, des petites voiturettes ou quoi que ce soit d'autre. Et c'est très dangereux, parce que ça libère des toxines, des neurotoxines, qui agressent la peau, qui agressent les neurones et tout ça. Et donc, je pense que la sensibilisation doit partir déjà depuis l'école. D'accord. Et puis aussi les parents, pour leur permettre de comprendre la gravité, la dangerosité de ces différents composants-là, pour ne pas qu'ils les jettent ou bien qu'ils les utilisent de manière inadéquate. Et quand on regarde aussi cela, il y a le niveau ou l'étape de la collecte. On voit dans certains pays développés, quand vous arrivez, il y a la corbeille jaune, il y a la corbeille verte pour dispatcher, pour différencier ces différents types de produits. Est-ce que sur le continent africain, on retrouve ces politiques pour permettre aux populations de savoir faire la différence entre déchets électroniques, informatiques, déchets ménagers, de consommation et autres? Mais c'est une sorte de prise de conscience qui s'est véritablement manifestée malgré eux. Je parle des pays de transformation, notamment l'Europe, à cause de l'impact de ces produits sur le climat directement. Et aujourd'hui, on est face à une situation. Cette situation, c'est que on transforme. Quand on est dans un pays où on transforme un produit et qu'il n'y a pas une sorte de monopole sur le même type de produit, je prends par exemple un téléphone par exemple. Si on a 10 entreprises qui transforment, qui fabriquent des téléphones, mais la question du recyclage, la question de la durée de vie, cette question-là, elle est mieux saisie par les populations parce que la population a la capacité de pouvoir changer le téléphone parce qu'il y a plusieurs offres et quand il y a plus d'offres, le coût est forcément moindre. En Afrique, on n'a pas la capacité de fabriquer les téléphones. Donc tous les téléphones... la capacité avec oui, ces quand je dis on n'a pas la capacité, c'est quoi? Les téléphones qui sont plus ou moins fabriqués en Afrique, ce sont des téléphones qui sont considérés comme des téléphones plus ou moins de luxe. Le prix qu'on achète, par exemple, la tablette éducative qu'on a fait sortir, c'était autour de 25 000. Mais on te dit, il y a Dubaï qui vient, c'est 10 000. Mais entre 25 000 et 10 000, c'est pratiquement les mêmes options. Pratiquement, je vais dire. Oui. Je préfère prendre quoi? Et quand il prend la copie de 10 000, lui, il utilise jusqu'à ce que ça se gâte dans sa main. Ce n'est pas une affaire de... Ça doit durer pendant 5 ans. Non. Ça dit qu'il utilise jusqu'à ce que l'appareil est totalement mort, on ne peut plus l'utiliser. Alors que dans les pays qui transforment sur place, ce n'est pas jusqu'à ce que l'appareil se gâte, mais c'est jusqu'à ce qu'il y ait la période d'utilisation. On a vu le problème des véhicules de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire, la nouvelle loi sur la taxe des véhicules de moins de 5 ans. Mais on a vu ce que ça a créé. Tout simplement parce que c'est vraiment une grosse industrie économique qui est greffée à cette histoire de matériel d'occasion, que ce soit les véhicules, les pièces détachées, tout ce qui est appareil électronique. Tout simplement parce qu'en Europe, on n'en veut plus. Le coût baisse et on se dit qu'on a encore la capacité d'utiliser ces véhicules-là sur 5 ans, sur 6 ans, mais on vient les revendre en Afrique parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter. En Europe, il y a quelque chose qui est intéressant. Je pense qu'on voit surtout ça au Maroc et dans certains pays du Maghreb. On vend les produits à crédit et on rembourse le crédit au fur et à mesure qu'on travaille, on retire ça de compte. Et même quand on a le produit à crédit, l'entreprise vient encore faire des offres pour un produit plus amélioré que ce que tu utilises et on fonctionne à crédit. Mais là, c'est parce que le système social fonctionne bien et le système d'insertion sociale des populations par rapport à leur niveau, à leur pouvoir d'achat est quand même acceptable. Alors, vous produisez déjà du matériel informatique, électronique et autres. Est-ce que dans votre politique de développement, dans votre chaîne de valeur, il y a ce volet recyclage? Oui, ce volet recyclage, comme je disais tantôt, en fait, quand on a commencé, on n'y avait pas vraiment pensé. Voilà. Au départ, c'était de voir comment améliorer déjà ce qui était existant, ce qui est existant déjà, pardon. Comment faire de sorte à ce que les tablettes des ordinateurs que nous allons produire soient suffisamment performants, parce que nous nous penchons beaucoup plus sur l'écosystème de l'Afrique. En Afrique, il fait suffisamment chaud.
Donc forcément, quand on va utiliser un ordinateur qui vient de l'Hexagone, il n'aura pas la même durée de vie. Donc comment est-ce qu'on peut améliorer déjà, voilà, comment on peut améliorer la durée de vie de l'ordinateur déjà. Si normalement qui vient de l'Hexagone, il fait 5 ans, ben nous on travaille à ce qu'il fasse par exemple 10, 15, 20 ans. D'accord. On travaille sur le processeur, on travaille sur le BIOS, on travaille sur l'amélioration en général, sur l'utilisation que l'Africain fait d'un ordinateur par rapport à nos étudiants, par rapport à nos élèves. Et aussi en pensant à la bourse de tous et de chacun, parce que on sait plus ou moins que pour un parent économiquement faible ne peut pas se permettre de débourser par exemple 150 000 pour acheter un ordinateur pour son enfant qui vient d'avoir le bac et doit aller à l'université. Déjà, pour trouver la chambre d'université, c'est un peu compliqué. Donc nous travaillons justement à ça, et derrière, nous avons compris aussi qu'il y a une nécessité de pouvoir récupérer ces machines-là qui se déprécient avec le temps, parce qu'il y a certaines composantes qui ne sont plus adaptées par rapport à l'air, par rapport aux intempéries, par rapport à l'utilisation. Parce que quand vous utilisez un écran d'ordinateur dans un endroit où il fait frais, il a une certaine durée de vie. Si vous avez l'habitude de l'utiliser au soleil, il aura aussi une certaine durée de vie. Donc c'est toutes ces choses-là que nous avons essayé de voir et travailler sur justement le recyclage de ces composantes-là pour pouvoir leur donner une seconde vie. Mais le recyclage, comme je disais aussi tantôt, c'est quelque chose qui est coûteux. Parce que il faut déjà trouver des personnes qui veulent travailler, les former, parce qu'il ne faut pas manipuler n'importe comment ces composantes-là, parce qu'elles viennent de certains métaux rares, de certaines terres rares, certaines toxines qu'il y a dedans. Il faut pouvoir les former à cela. Il faut trouver le cadre dans lequel ils peuvent travailler, évoluer. Il faut sensibiliser la population par rapport à ça. Il faut trouver des bacs, il faut trouver des véhicules. Il faut sensibiliser aussi pourquoi pas, aux personnes de venir déposer volontairement dans des grandes surfaces, si les lieux sont aménagés, les objets dont la durée de vie est amortie. Il faut aussi, après cela, trouver des personnes qui sont formées technologiquement afin d'extraire toutes ces différentes composantes, de sorte à ce que la manipulation ne les dégrade pas plus, pour qu'ils puissent libérer encore d'autres toxines dans l'air, parce que, comme je disais tantôt, c'est dangereux. Et c'est un processus, c'est vraiment un grand processus. C'est un long processus, voilà. Et on voit que certains acteurs quand même sur le continent essaient de tirer leur épingle du jeu au niveau du recyclage. On va juste regarder cet élément. Lui, il essaie d'extraire ou bien de recycler, de donner une autre vie à ces matériaux, mais d'une autre manière. On regarde ce reportage et on revient sur le plateau. D'anciens claviers de téléphone portable, de coupures de journaux portant des messages cruciaux et des objets de diverses matières récupérées forment le langage visuel distinctif de l'artiste. Chacune des œuvres de Mounou Désiré raconte une histoire. Mais, pour en saisir la profondeur, les spectateurs doivent d'abord décoder les éléments qui composent cette toile singulière. Ces objets, autrefois destinés à l'oubli, retrouvent une place de choix dans l'univers créatif de Mounou. Pour moi, chaque téléphone a une vie parce que ça contient des informations très personnelles qui sont liées proprement à nous en fait. Donc aujourd'hui, les retrouver dans la rue, pour moi, c'est pas les places en fait. Et c'est des choses qui restent éternellement dans les déchets, ça ne se décompose pas. Donc en fait, il y a le volet recyclage qu'on essaie de quand même protéger notre environnement, notre espace aussi. Comme aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, c'est un sujet d'actualité. Donc aujourd'hui, je me positionne comme un ambassadeur, quelqu'un qui essaie de résoudre un problème de la société. L'artiste ivoirien apporte de l'upcycling aux claviers de téléphone cassés et usagés en les utilisant comme matière première dans ses œuvres afin de donner une seconde vie au téléphone portable des utilisateurs. Fier de ses origines, il n'hésite pas à utiliser de nombreuses matières recyclées propres à la Côte d'Ivoire, telles que la toile de jute de sac de cacao, en hommage à ses racines. Et puis il y a un autre aspect écologique dans ces œuvres, c'est qu'il met en valeur aussi la nature, par exemple l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il y a des toiles très intéressantes ce soir sur la culture de l'anacarde en particulier. Et donc ça, je pense que c'est très important de rappeler la biodiversité et l'importance de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Après une exposition collective en Côte d'Ivoire, au Maroc et plus récemment en Belgique, à 28 ans, Mounou Désiré est en passe de devenir l'une des figures les plus importantes de la peinture ivoirienne contemporaine, avec sa particularité, l'écologie.
Accompagner les pays africains dans la gestion des déchets électroniques, je me retourne vers vous, ça sera peut-être le mot de fin. Vous, comment est-ce que vous voyez la dynamique qui se dessine sur le continent actuellement et qu'est-ce que nos États devraient faire concrètement, selon vous, en plus de tout ce qu'il vient d'évoquer? Pour abonder dans le même sens que Serge Patrick, vous savez, pour revenir un peu, la manipulation des déchets électroniques, je reviens toujours là-dessus, il faut une formation, parce que si vous ne manipulez pas bien ces déchets, vous pouvez libérer facilement plus de 1000 substances toxiques, neurotoxiques. Et je disais tantôt à un frère un jour, tu peux t'arrêter tous les jours à côté du feu et penser que tu n'as pas de problème. Et dans ta vieillesse, tu te rendras compte que tu as des problèmes de peau. Tu respires difficilement parce que, à cause on va dire, du bois qui brûlait juste à côté de toi, l'élanation que tu en as faite, ça a brûlé tes poumons, ça crée des dégâts. Ce n'est pas immédiat. Je souhaiterais, moi, pour ma part, que l'État se penche sur la communication déjà, la sensibilisation des parents, la communication, l'éducation de nos enfants aujourd'hui. C'est très important parce que qu'est-ce que nous laissons demain derrière à nos enfants ? Avec tout ce que nous dégageons comme substance dans l'air, dans la couche d'ozone, qu'est-ce que nous laissons derrière? L'écosystème va pas en prendre un coup. Les enfants, ils pourront sortir de mal formés parce que l'eau a été polluée par le plomb qu'ils ont jeté dans l'eau qui n'a pas été suffisamment traité parce qu'il est sorti d'une batterie ou bien il est sorti d'un téléphone. Il faut sensibiliser, il faut éduquer la population, il faut que l'État crée un canevas pour permettre justement à ces personnes-là. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui ont la compétence, mais qui ne trouvent pas en face d'eux des personnes qui puissent assainir le chemin pour qu'ils puissent travailler. Nous essayons de faire notre petit bonhomme de chemin depuis un certain moment. Il y a des personnes avec lesquelles nous avons travaillé, que nous rencontrons, qui rencontrent beaucoup de difficultés en ce qui concerne le financement, qui rencontrent beaucoup de difficultés en ce qui concerne l'implémentation. Il y a beaucoup qui ont été obligés, comme Serge Patrick disait, qui sont venus mais qui ont été obligés de retourner parce que ils n'ont pas trouvé un cadre adéquat pour pouvoir faire montre des capacités qu'ils ont acquis. Et du coup, ça fait ce que j'appelle la fuite de l'intelligence. Tout va se retrouver en Occident, alors qu'ici, il y a de la matière. C'est l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Nous avons tout. Donc, c'est le moment de nous donner les moyens de travailler à ce que on puisse garder cette Afrique-là toujours en avant et toujours présent dans l'échiquier international. Il y a de la matière, il y a de l'intelligence, il faut donc de la volonté pour la sensibilisation, vous l'avez dit, pour l'éducation et surtout pour la formation de ceux qui vont s'investir dans ce secteur. Messieurs, on parlait aujourd'hui de la gestion des déchets électroniques et informatiques, défis économiques et écologiques pour l'Afrique. Merci en tout cas pour vos contributions. Merci. Et vous pourrez retrouver, pour vous téléspectateurs et chers auditeurs, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.